خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم وزول الفلاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Hier on était le 20 mars 2024 et très peu d'Algériens et d'Algériens connaissent peut-être cette journée du 20 mars. Dans le monde elle est célébrée comme étant la journée mondiale du bonheur. La journée mondiale du bonheur. Les Nations Unies, l'ONU, vous savez, décide de dédier chaque année, chaque jour de l'année, on le célèbre une certaine thématique, l'enfance, les droits de la femme, les droits de l'homme, la liberté de la presse. Mais on a consacré une journée mondiale pour le bonheur. Parce que le bonheur, c'est très important. À quoi ça sert d'être riche, d'être développé ou d'être puissant si on n'est pas heureux? Finalement, on aspire tous à quoi? L'humanité aspire à quoi? Au bonheur, être heureux. Qu'est-ce que c'est qu'être heureux? C'est une question qui alimente les débats philosophiques depuis l'Antiquité. Il y a autant de réponses que d'êtres humains à travers cette terre. Ceci dit, des experts de l'ONU ont décidé d'établir une certaine définition concrète et consensuelle du bonheur. Et depuis 2012, il y a un rapport mondial sur les pays les plus heureux à travers le monde. Alors, je te fais un moment, il y a un rapport mondial sur le bonheur qui est établi depuis 2012 par des experts, des économistes, des sociologues, des psychologues, des hommes de religion, un certain nombre des experts qui sont issus de plusieurs réseaux, un réseau, on appelle ça le réseau des solutions pour le développement durable des Nations Unies, le réseau des solutions pour le développement durable des Nations Unies qui classe depuis 2012 le classement mondial des pays les plus heureux. Le développement durable, vous savez ce que c'est, il y a des objectifs pour le développement durable qui ont été tracés pour l'ONU. Le développement durable, ça a été un concept qui est porté depuis le début des années 2000. C'est comment avoir le progrès économique, social et technologique tout en entretenant, en vivant harmonieusement avec l'environnement, tout en limitant les inégalités sociales, tout en améliorant les conditions de vie de la majorité des êtres humains à travers la Terre, tout en permettant un développement équitable à l'ensemble de l'humanité et pas uniquement à un bloc de pays ou là une région de la planète au détriment des autres, comme on l'avait constaté entre le nord et le sud de la planète, ou là entre l'Occident et le reste du monde pendant un certain nombre d'années durant ces 3 derniers siècles. Alors, le bonheur c'est quoi? 6 facteurs ont été utilisés pour déterminer le bonheur d'un peuple. D'abord le soutien social, c'est-à-dire les États qui soutiennent socialement leur population. Il y a des subventions sociales, il y a des mesures que les pauvres peuvent avoir des logements, les gens qui n'ont pas d'argent peuvent avoir des subventions, les gens affamés peuvent avoir droit à la nourriture gratuitement, la santé gratuite, l'éducation gratuite, le revenu, le niveau des salaires, le PIB le revenu par l'habitant dans les pays, la santé, le système de santé, c'est important. Est-ce qu'on peut être heureux dans un pays où on ne peut pas se soigner, on ne peut pas guérir des maladies les plus dangereuses? La liberté d'expression, les droits de l'homme, les libertés individuelles, la générosité et l'absence de corruption. La générosité et l'absence de corruption. Alors là, c'est des facteurs objectifs qui font certes consensus. Moi, je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce rapport. Honnêtement, je crois que oui, on peut pas être heureux dans un pays, il n'y a pas de soutien social, où il y a beaucoup d'inégalités, il n'y a pas de subventions, il n'y a pas des aides pour les plus nécessiteux, pour les plus pauvres, pour garantir un certain nombre d'égalités. Le revenu, c'est le salaire. C'est important d'être heureux, c'est important d'avoir un bon salaire, on a des bons revenus pour être heureux. Voilà, l'argent ne fait pas le bonheur, mais ça aide quand même, faut pas se le mentir. Si on a des salaires, si on a des conditions de vie misérables, c'est parce qu'on a des salaires misérables, on a un revenu misérable, la santé, la liberté, la générosité et l'absence de corruption. Donc voilà, ce membre des réseaux de chercheurs pour le développement durable de l'ONU, chaque 20 mars, qui est la journée mondiale de l'ONU, la journée mondiale du bonheur décrétée par l'ONU, on publie le rapport mondial sur le bonheur. Bien sûr qu'il y a d'autres sous-critères importants qui mettent la proximité avec la nature, le bon équilibre entre travail et la vie privée. Il y a plusieurs critères. D'ailleurs, il y a des sondages aussi. Il faut savoir qu'il y a un grand institut américain qui s'appelle Gallup, qui est pratiquement le plus grand institut de sondage dans le monde, qui lui réalise des sondages à travers tous les pays du monde pour poser un certain nombre de 10 questions de 1 à 10 pour demander à un échantillon représentatif de chaque pays est-ce qu'ils sont heureux, pas heureux dans tel domaine, l'éducation, la santé, la sécurité, etc. Mais ça reste comme les principaux critères, l'espérance de vie, le soutien social, la bonne santé, la liberté, la générosité et la corruption. Après, les sondages à Gallup essayent d'avoir essayent de recueillir les impressions. Est-ce qu'on estime qu'on est généreux, qu'on vit généralement les gens les plus heureux sont les plus généreux, ou les moins généreux à travers le monde. C'est franchement un rapport
très intéressant, très intéressant, parce que d'habitude on classe les pays uniquement, en anglais on appelle le World Happiness Report. D'habitude on classe les pays à travers le monde uniquement sur le PIB, la richesse, l'argent, les armées, etc. Mais ça fait pas le bonheur. C'est pas parce on a de l'argent qu'on est riche. C'est pas parce qu'on a une armée forte qu'on est riche. C'est pas parce qu'on est un pays historique très connu qu'on est riche. Donc il y a un certain nombre de facteurs qui sont intéressants, y compris des facteurs subjectifs, qui m'a la générosité, qui m'a les impressions, le ressenti d'une population. Il faut savoir, la Jama'a, qu'en Algérie, c'est même, regardez le déclin de notre pays. C'est pour ça que je vous parle. À chaque fois, je suis le seul. Et à chaque fois, on me taxe d'être un résidu de la Haïsaba, ou d'être un relais de la Haïsaba, parce que je dis cette vérité-là, que l'Algérie d'avant était meilleure. L'Algérie de Bouteflika était nettement meilleure que l'Algérie de Tebboune, et que l'Algérie post-Hirak est une Algérie malheureuse, sinistre, qui s'appauvrit, qui est sous-développée, qui n'est pas rayonnante et qui n'est pas prestigieuse, et qu'on était beaucoup mieux avant. On était beaucoup mieux avant. Je dis pas ça pour restaurer le régime Bouteflika, je dis ça qu'on doit tirer les leçons de nos principales erreurs commises lors de la mauvaise transition politique qui a eu lieu en 2019. La mauvaise transition politique qui a eu lieu en 2019 a été fatale pour l'avenir de notre pays, pour le présent de notre pays, surtout pour son avenir immédiat, parce qu'on a dégringolé dans pas mal de catégories, que ce soit dans la croissance économique, que ce soit dans les indicateurs économiques, microéconomiques, la macroéconomique, soit le niveau de vie de la population, soit la qualité de vie de le bien-être de notre population, ou là, ce qui concerne le progrès technologique et socio-économique. La preuve, l'Algérie, en 2016, a été classée par ce même rapport mondial sur le bonheur comme le pays africain le plus heureux. On avait une note de 6,3 sur 10 et on était classé parmi les 40 pays les plus heureux au monde en 2016. On était le 38e position mondiale. C'est pas moi qui le dis quand même. C'est un rapport mondial sur le bonheur. C'est l'ONU, c'est des experts onusiens dans le cadre les objectifs du développement durable d'ici 2030. Les objectifs du développement durable, c'est meilleur accès à l'éducation, meilleur accès à la santé, meilleur accès à des services publics de base, meilleur accès à des services sociaux. Vous pouvez les voir. L'ONU, elle a une charte. Vous pouvez aller voir le PNUD, qui est une agence de l'ONU qui s'occupe uniquement du développement durable et qui travaille sur ces thématiques de développement durable. C'est très important de comprendre ce genre de thématiques, à savoir le développement équitable, économique, certes, mais pas dans le libéralisme le plus sauvage, équitable, écologique, le bonheur de l'individu compte aussi bien que le bonheur de la société ou que la richesse collective qui est créée. Si on crée beaucoup de richesse et elle est mal distribuée, on n'est pas dans un pays heureux. Donc en 2016, on était le pays africain le plus heureux. Avec une très bonne note, on était 38e au rang mondial. Ça, c'était en 2016. Même pas 10 ans plus tard, on va dire, nous sommes en 2024. Le dernier rapport, Raj le 10 mars dernier. Eh ben, nous ne sommes plus le pays africain le plus heureux. On a dégringolé à la 4e place à l'échelle africaine et on est plus 38e au classement mondial, on est 85e au classement mondial. On a totalement dégringolé. Et ben, aujourd'hui, le pays le plus heureux, c'est la Libye qui retrouve plus ou moins la paix, qui retrouve un peu l'usage de ses richesses, même si des élections présidentielles n'ont pas été encore organisées, même si la Libye reste divisée, mais les Libyens savourent leur paix et ils commencent à retrouver leur pays. Il y a de très beaux projets de reconstruction nationale en Libye et l'avenir de la Libye, même s'il reste problématique, il y a une grande part, il y a un grand espoir. Il soulève un grand espoir. Le deuxième pays le plus heureux en Afrique, c'est les îles Maurice. L'île Maurice, c'est un petit pays très sympathique. Bon, c'est pas un micro-pays, mais c'est pas non plus l'île Maurice, je crois que c'est 1 million d'habitants quand même, hein. C'est pas un petit, c'est pas un pays, voilà, 1 200 000 habitants. C'est une île, l'île Maurice, c'est son leader en Afrique dans pas mal de secteurs, développement numérique, tourisme, développement économique, système de santé. L'île Maurice, c'est un petit pays qu'on le retrouve vraiment, qui a de très bonnes performances et qui fait preuve d'une très bonne gouvernance. Ensuite, l'Afrique du Sud. Ben, je dis l'Algérie 4e. Oui, nous sommes plus heureux. Ensuite, il y a le Congo. Oui, nous sommes plus heureux que le Maroc, que le Sénégal, que le Maroc et la Tunisie qui ne figurent même pas. Les Marocains et les Tunisiens ne sont même pas parmi les 10 pays les plus heureux du continent africain. On retrouve le Mozambique, le Gabon, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Sénégal. En clair, des pays ou qui sont stables ou des pays qui ont connu des mutations politiques qui promettent des changements démocratiques ou là des changements politiques importants, ou là des pays qui connaissent une évolution économique importante, comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, ou là des pays qui sont en train de connaître des processus de paix ou là de grands projets comme le Mozambique.
Ce sont des pays qui figurent parmi les pays les plus heureux d'Afrique. Mais on n'est plus le pays le plus heureux d'Afrique. On a perdu ce statut-là. On est maintenant le 4e et on a dégringolé de la 38e place en 2016 jusqu'à la 85e place en 2024. Ce n'est pas anodin. Je suis désolé, ce rapport, il est sérieux. D'ailleurs, il a classé la Finlande comme étant le pays le plus heureux du monde. Les premières places sont occupées par les pays de l'Europe du Nord. Ce n'est pas pour rien que la Finlande, le Danemark, la Suède, l'Islande, la Norvège aussi, se retrouvent toujours parmi les 10 pays les plus heureux du monde. La France ne fait même pas partie des 20 pays les plus heureux du monde. Parce que finalement, la France, elle est 27e. Contrairement au top 4 qui est Danemark, l'Islande et la Suède. Ce sont des pays où il y a beaucoup de, le niveau de vie est très élevé, où les salaires sont très élevés, mais aussi une vie harmonieuse. Il y a un environnement, il y a de la verdure, il y a un système social, il y a un bon système d'éducation, il y a un bon système de santé. Il y a pratiquement tout est réuni pour être heureux dans les pays de l'Europe du Nord, qui sont des pays exceptionnels et que nous aurons l'occasion de faire des reportages là-bas prochainement pour vous les faire découvrir. Il y a quelques petites communautés algériennes dans ces pays-là, mais ce sont des pays qui demeurent étrangers malheureusement et totalement méconnus du grand public en Algérie. Mais en 2016, on était bien. Pourquoi? Parce qu'en 2016, l'Algérie connaissait beaucoup moins de persécutions politiques. La répression était beaucoup moins dure. Il y avait plus de liberté publique, de liberté individuelle. Et puis, on vivait mieux en 2016. Il faut dire la vérité. On fantasmait pas sur une sardine. On faisait pas la queue pour un sachet de lait. On faisait pas la queue pour avoir un peu d'espèces à la poste. On faisait pas, il y avait pas une pénurie de médicaments aussi atroce comme celle que nous connaissons aujourd'hui. La viande n'était pas aussi chère. Les légumes et les fruits n'étaient pas aussi chers, il n'y avait pas de polémique sur l'ail, sur l'oignon, la vie n'était pas aussi compliquée, n'était pas aussi dure, il y avait de l'espoir, il y avait une promesse. L'Algérie avait bénéficié d'une grande manne pétrolière de 2008, 2007, 2008 jusqu'à 2014, et en 2016, même il y avait le choc pétrolier de 2014 qui a commencé, dans les effets, ont commencé à se faire sentir à partir de 2016, mais on était quand même heureux, on était satisfait du pays. On n'était pas entièrement satisfait, mais on était relativement à l'abri des grandes crises. On avait survécu aux turbulences du monde arabe, on avait survécu, vaillamment résisté à la vague de contamination. Et on a la vague fanatique djihadiste qui a été lancée par Daesh, par le cancer du terrorisme islamiste Daesh sur le monde arabe et musulman. On était debout, l'Algérie était debout. On n'avait pas, malheureusement, à partir de 2018, ça a changé parce qu'il y a une crise de succession de Bouteflika. Et la crise politique a mené ensuite vers une crise économique, une crise sociale. Vous savez très bien que les turbulences politiques, il n'y a pas plus mauvais, il n'y a pas plus grave, il n'y a pas plus dangereux que les turbulences politiques pour déstabiliser ensuite socialement et économiquement un pays. Mais en 2016, malgré le 4e mandat de Bouteflika, qui ne suscitait pas l'unanimité, mais on n'avait pas un système qui était aussi totalitaire. Les opposants s'exprimaient, la presse s'exprimait. Je vous les télévisions algériennes, regardez les programmes du Ramadan de 2016 avec les programmes du Ramadan d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Il y avait de la satire, il y avait de la remise en cause, il y avait des caricatures, le pays respirait. L'Algérie respirait, on n'était pas la Suisse, on n'était pas la Suède, il y avait des pauvres, il y avait quelques petites pénuries, mais le pays allait mieux. On venait d'inaugurer le métro d'Alger, il y avait les grands projets dans les tramways, il y avait des nouveaux trains, il y avait une nouvelle autoroute, il y avait des nouvelles infrastructures, il y avait de grandes ambitions, il y avait des manifestations culturelles, le pays était ouvert, on avait beaucoup moins de problèmes avec nos voisins, on avait des problèmes politiques en 2006 avec le Maroc, mais on n'était pas en situation de quasi-guerre. On n'avait pas de problèmes particuliers avec les Émiratis. On n'avait pas de gros problèmes avec l'Arabie Saoudite. On avait des malentendus, des petites tensions passagères. Mais on n'était pas un pays qui isolé, qui avait des problèmes avec l'Espagne, des crises cycliques et continuelles avec la France. On vivait en paix. C'est ça. Franchement, on vivait en paix, Ajma. Et ça, c'était important de le comprendre, de l'assimiler. C'est qu'aujourd'hui, nous n'avons plus la paix. On a perdu la stabilité. On a perdu le progrès social. On s'appauvrit. Il n'y a pas de croissance économique encore plus faible qu'avant et on n'a pas la paix. On n'a pas la paix intérieure. Les Algériens ne se sentent plus heureux parce ils nagent dans les problèmes. Tu parles sur les réseaux sociaux, tu finis en prison. La vie trop chère, ton salaire ne te permet plus de vivre, de manger ce que avant on pouvait manger un peu de viande. On pouvait acheter de la sardine,
il y a certains légumes et certains fruits qu'on pouvait acquérir avec une facilité déconcertante par rapport à aujourd'hui. On ne peut pas le nier. Le recul, il est la régression. Et le recul, il est significatif. Significatif. Et ce classement, pour moi, est un indicateur que le pays dégringole parce que la transition politique de 2019 a mené vers un système plus dur, plus chaotique, beaucoup plus inefficace, beaucoup plus incompétent. Et l'Algérie d'aujourd'hui s'ouvre et elle n'est pas heureuse. On n'est pas heureux, faut dire la vérité, et on risque de l'être de moins en moins. Et on va voir en 2025, en mars 2025, lorsqu'il y aura le rapport mondial sur le bonheur en 2025, et on verra comment ça va évoluer. L'Algérie avait, à l'époque de Bouteflika, il y avait une dynamique. Il y avait une dynamique, les signes de la pauvreté reculaient, il y avait des projets, il y avait des grands projets, il y avait des investissements étrangers, il y avait des débats autour de l'avenir du pays, gaz de schiste, pas gaz de schiste, comment on peut diversifier l'économie. Il y avait des projets d'infrastructure qui étaient ambitieuses, qui étaient des projets vraiment ambitieux. Je veux dire, il y avait des tramways qui commençaient à se développer dans des petites villes, dans des villes de l'intérieur du pays, à Ouargla, des tramways à Mostaganem, il y avait des projets de tramways à Sidi Bel Abbès, il y avait des projets. Il y avait Constantine, capitale de la culture arabe, il y avait Tlemcen, capitale de la culture islamique, il y avait le festival panafricain en Algérie. Durant cette époque-là, l'Algérie était là, existait. Elle avait surmonté les années, elle avait surmonté les douleurs des années noires, les traumatismes de la décennie noire, et elle se reconstruisait. Peut-être pas avec la vitesse qu'il fallait, peut-être pas en exploitant du mieux les atouts dont elle disposait, peut-être pas de la bonne manière tout court, mais elle se reconstruisait. L'Algérie d'aujourd'hui ne se reconstruit pas, elle s'enterre. Des crises avec des situations de quasi-guerre avec nos voisins, des problèmes avec nos voisins les plus amicaux, même le Mali ou le Niger a des problèmes avec eux. Voilà, des crises diplomatiques avec les pays les plus importants du monde, des crises sociales et économiques qui durent depuis 3 ans, mauvaise gestion, mauvaise décision, répression absolue, zéro droit de l'homme, zéro liberté d'expression. C'est l'impression que nous vivons un cauchemar. C'est un véritable cauchemar. Et je crois que malheureusement, nous allons continuer de reculer dans ce classement mondial sur les pays heureux, dans le cadre du rapport mondial sur le bonheur, durant les années à venir, si une prise de conscience, il n'y a pas un véritable changement. Moi, je ne dis pas qu'il faut restaurer le régime de Bouteflika. On méritait mieux que le régime de Bouteflika et on mérite beaucoup mieux on mérite un véritable régime, on mérite un véritable régime politique, d'abord légitime, démocratique, respectueux des droits de l'homme, des libertés publiques, mais surtout doté de véritables compétences pour offrir à notre pays et à notre population ce bonheur qu'elle mérite. Parce que nous avons tous les atouts pour être heureux en Algérie. On a fait le repas depuis 5 ans, je ne suis pas heureux. J'ai été plus heureux en Algérie qu'ici. Comme je l'avoue, j'ai été 1000 fois plus heureux en Algérie, il y a de cela 10 ans qu'aujourd'hui. Mais je ne suis pas heureux dans le repas, non, enfant, je ne suis pas heureux. On a le soleil, on a le beau climat, on a ce désert, on a les plaines, on a les plages, on est un pays jeune, on aime rire, on aime sortir, on a une belle culture, on a une très belle cuisine, on a une très belle musique, on a des richesses, du sous-sol, on a des richesses matérielles, des richesses humaines, une belle position géographique. En Algérie, on a tout pour être heureux. On a tout pour être heureux. Il suffit juste de nous laisser travailler et de nous laisser vivre dignement et surtout librement pour décider de l'avenir de notre pays.